J'avais dit auparavant qu'il y avait peut-être 3 options. Maintenant, je pense qu'il n'y en a vraiment plus que 2. Celle qui semble avoir disparu, c'est l'idée de dire « soyons patients, continuons le blocus indéfiniment et voyons, pendant l'été, qui tiendra le plus longtemps ». Je ne crois plus que ce soit possible, parce que trop de ces stocks vont s'épuiser d'ici 2 ou 3 semaines. Je ne pense pas qu'il y ait encore cette option. À mon avis, il va devoir soit déclarer la victoire, ce que j'appelle la théorie du retrait, et simplement dire sur le papier « on a gagné, on a détruit leur marine, leur aviation et tout le reste », puis conclure « à vous de vous débrouiller maintenant, nous, on s'en va ». C'est une issue terrible, parce qu'elle n'a que des connotations négatives. Tout ça est vrai, mais malgré tout, c'est encore mieux que l'alternative vers laquelle on le pousse, c'est-à-dire reprendre les opérations de combat, pour les raisons que vous avez évoquées. Ce serait bien pire. Donc au fond, c'est soit un accord moche, soit quelque chose d'horrible, catastrophique, je pense, vu les conséquences possibles. Il n'y a donc qu'un seul choix rationnel, c'est ce qu'on appelle la stratégie du retrait. Et c'est justement ce qui me fait peur, qu'il ne la suive pas, parce qu'il n'a pris aucune des autres décisions rationnelles jusqu'à présent. Il s'est laissé guider par l'émotion et par l'orgueil. Très bien. Alors Tasnim a aussi dit ceci. Ils n'ont vraiment plus aucune idée de ce dont Trump parle à propos de cet uranium enrichi qui aurait été emporté par les États-Unis. Parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de remettre de l'uranium aux États-Unis. Désolé, mais je vous jure, ils disent littéralement « on n'a aucune idée, on ne comprend vraiment pas de quoi ils parlent ». Donc, l'un des deux ment. À vous de décider qui ment ou qui est simplement confus. Et puis, le renforcement militaire qu'on observe depuis quelques semaines. D'abord, il continue. Ensuite, par exemple, tous les avions ravitailleurs stationnés à Ben Gurion, à Nevatim et en Israël sont toujours là. Ils n'ont pas bougé. Donc ce déploiement militaire dont tout le monde parlait il y a quelques semaines n'a pas changé. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Écoutez, j'ai parlé, par l'intermédiaire de quelqu'un, à des gens qui étaient vraiment en première ligne. Et ils m'ont dit que depuis presque 3 semaines, ils étaient prêts, complètement opérationnels, prêts à agir à tout moment. Mais ils ont reçu tellement de signaux contradictoires du commandement, c'est-à-dire de la Maison-Blanche. Un jour, on leur dit « Tenez-vous prêts, on peut partir à tout instant ». Et le lendemain, bon, finalement, on se calme, on attend encore un peu. Personne ne sait vraiment ce qu'il est censé faire, mais tout le monde est sur le fil du rasoir. Et je peux vous dire, pour avoir vécu une situation de combat comme celle-là, c'était d'ailleurs ma première fois, en 1991, on pensait être prêt à envahir et à attaquer le sud du Koweït et le sud de l'Irak pour lancer la phase terrestre de l'opération Tempête du désert. Juste avant qu'on y aille, tout le monde a dit « Attendez, stop !» parce qu'il semblait que Gorbatchev essayait de négocier quelque chose entre Bush et Saddam Hussein, et que peut-être tout ça n'allait finalement pas avoir lieu. Peut-être qu'ils allaient le faire, et on était à bout, parce on était prêt à lancer. Et tout à coup, là, on ne savait même plus si on allait lancer ou pas. C'était terrible. Finalement, ça a duré, je crois, 2 jours, quelque chose comme ça, puis ils ont dit « Ah, ça a échoué », et on y est allé. Bien sûr, 2 jours, c'est déjà long. J'imagine même pas ce que c'est d'être sur le fil du rasoir pendant 3 semaines, sans savoir si on va repartir ou non, ni quelle sera la mission. Ça met une pression énorme sur les troupes. Et ensuite, une fois que... Mais ils sont là, et ils regardent Trump publier des trucs différents chaque matin. Pour nous, c'est assez drôle. C'est un peu difficile de suivre le rythme.
les forces vont devenir complètement folles. Au fait, ils en ont parlé. Oui, ils l'ont bien mentionné. Ils surveillent ça de près. Ils ont dit que d'après sa dernière publication sur Truth Social, au moment où ce message est tombé, ils suivaient clairement la situation. Donc tu as raison, ils l'ont bien remarqué. C'est dingue. Quand les publications sur Truth Social deviennent des politiques, ou même les premiers signes de ce que ces politiques pourraient être, c'est un monde assez inquiétant dans lequel vivre. Axios vient tout juste de publier un rapport, à l'instant, pendant qu'on parle. Il se passe beaucoup de choses pendant que vous parlez, colonel. Trump a rencontré son équipe de sécurité nationale ce lundi, donc aujourd'hui, pour discuter des prochaines étapes avec l'Iran, y compris la possibilité de reprendre une action militaire après que les négociations ont abouti à une impasse. 3 responsables américains ont indiqué que Trump voulait un accord, mais que l'Iran a rejeté bon nombre de ses exigences et refuse de faire des concessions claires sur son programme nucléaire, ce qui remet l'option militaire sur la table. Il a dit que l'Iran avait accepté de remettre ses stocks d'uranium enrichi, mais qu'il était revenu sur sa décision, la réponse iranienne ne mentionnant même pas la question. Parmi les options envisagées, il y aurait la reprise des opérations du projet Freedom dans le détroit d'Ormuz, ou la reprise des frappes sur 25% des cibles identifiées qui n'ont pas encore été touchées. Israël souhaite que Trump autorise une opération des forces spéciales pour s'emparer des stocks d'uranium iranien. Mais Trump a dit qu'il hésitait, à cause du risque élevé, ou du moins, il y a une certaine logique à ça. Mais c'est sans doute le moment où on s'est le plus approché d'une reprise de la guerre. Ce rapport, à mon avis, résume un peu toute la situation. Bien sûr. En fait, le président Trump, lors du point presse qui s'est tenu ce matin dans le bureau ovale avant sa réunion, a dit, en parlant des généraux, que la reprise éventuelle du projet Freedom se ferait en coordination avec d'autres activités militaires. Il n'a évidemment pas donné de détails à ce moment-là. Apparemment, c'est pour ça qu'il allait à cette réunion. Mais enfin, comme je l'ai déjà dit, ça ne mènera à rien. Et ce que vous avez lu tout à l'heure, venant de l'agence de presse iranienne, c'est la seule chose qui ait du sens. Pourquoi accepteraient-ils d'emblée de céder quelque chose qu'ils considèrent presque comme leur identité nationale? C'est un symbole très important, ce matériau retraité, et ils ne vont certainement pas le remettre. Je ne pense pas que, dans aucune circonstance, ou du moins pas de sitôt, ils iraient jusque-là. Peut-être qu'ils retravailleraient la question jusqu'à un certain point. Je crois qu'à plusieurs reprises, ils ont dit que c'était possible avec le temps, quelque chose comme ça. Mais que Trump dise « oui, ils ont promis ça, et maintenant ils ne vont pas le faire, ils ont changé d'avis », ça me paraît franchement peu probable. Je pense qu'il est assez vraisemblable que ce que disent les Iraniens soit exact, que ce sujet n'est même plus sur la table aujourd'hui, et donc que le président Trump pense que ça l'est encore. Voilà le problème avec la déclaration de départ, celle qui vient d'Axios, dans la mesure où elle est rapportée fidèlement, c'est que Trump continue de croire qu'il détient toutes les cartes, qu'il peut poser des exigences maximalistes, et que les autres traîtres devraient simplement s'y plier. Tant qu'il n'en viendra pas à comprendre, de façon rationnelle, que s'il doit y avoir un accord négocié et non pas une rupture, ce qui est très différent, eh bien s'il n'est pas prêt à céder quelque chose pour obtenir quelque chose, c'est mort-né. Il n'y aura tout simplement pas de processus de négociation. C'est une question d'exigence. Et du côté iranien, cette idée de compromis, à mes yeux, elle n'existe même pas. Donc on revient à cette logique de rupture, dont on a déjà parlé. Mais tant que Trump ne sera pas prêt à envisager de donner pour recevoir, on restera dans cette impasse. Et c'est justement ce qui augmente le risque de reprise du conflit. C'est pour ça que c'est si dangereux.
Je me situe plutôt du côté maximaliste. Je pense que si les demandes iraniennes sont bien celles qu'on dit, ce sont eux qui se montrent maximalistes. Franchement, je trouve qu'ils ne sont pas raisonnables, colonel. S'ils exigent que leurs avoirs soient débloqués et que les sanctions soient levées sans faire la moindre concession sur le programme nucléaire, comment est-ce que ce serait possible? Même la personne la plus conciliante envers l'Iran, celle qui comprend le mieux leur position, ne s'attendrait pas à ce que les Américains puissent accepter une telle condition. Et pour être clair, je n'ai aucune empathie pour le camp iranien. Je regarde ça uniquement d'un point de vue analytique, en termes d'équilibre des forces. Qui a l'avantage? Qui a des cartes en main? Et qui n'en a pas? Tout le monde a quelques cartes, mais personne ne les a toutes. Ça, c'est sûr. Ce que ça montre, à mes yeux, c'est la raison pour laquelle ils ne cèdent pas aux conditions actuelles, contrairement au 26 février, quand il y avait toutes sortes de propositions sur la table, des offres que Trump aurait dû adorer. Aujourd'hui, ils voient bien que le rapport de force est de leur côté. Donc, ils se sentent assez sûrs d'eux pour formuler ces exigences maximalistes. Et je pense que ça montre bien la position de leur direction nationale, avec tous ces débats internes. Ils en arrivent à la conclusion que non, ils peuvent encaisser une nouvelle confrontation militaire, et qu'en face, vous ne le pouvez pas. C'est ce que ça me dit, en tout cas. À mon avis, ils demandent la Lune, d'après ce que j'ai vu ce matin. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent rien concéder à Trump, parce que lui non plus ne veut rien concéder. Résultat, on se retrouve avec deux camps maximalistes, ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucune chance d'accord. Je me disais, j'allais te demander, qu'est-ce que les Iraniens concèdent vraiment? Mais tu viens de dire que Trump, lui non plus, ne concède rien. Parce que si on demande à Trump de lever le blocus, eux lèvent le leur, continuent à faire payer des frais, et on revient simplement au statu quo. D'accord. Mais si les Iraniens demandent ensuite le dégel de leurs avoirs et la levée des sanctions, s'ils réclament cette concession à Trump, qu'est-ce qu'ils offrent en échange? C'est ça qui m'inquiète. Ils n'offrent rien en retour, à part rien du tout. À part ne pas garder le détroit d'Ormuz fermé, alors qu'ils l'ont rouvert de toute façon, il y a seulement quelques semaines. La seule chose que j'ai entendue, et ça a été contredit il y a environ 1 heure, donc je ne l'ai pas vu moi-même, mais d'après certaines sources iraniennes proches du gouvernement avec qui j'ai pu parler, ils auraient dit qu'ils étaient prêts à faire une concession, revenir à un enrichissement réduit à 3,67%, c'est-à-dire le niveau prévu par le JCPOA, conforme aux termes négociés du traité sur la non-prolifération, et que ce 60% finirait par redescendre à presque zéro. Ils sont prêts à le faire, mais sur une période prolongée, à condition d'obtenir d'abord certaines autres choses. Alors, est-ce que c'est toujours sur la table aujourd'hui? Je ne sais pas, mais au moins, la semaine dernière, ça l'était encore. Oui, exactement. C'est pour ça que je pense qu'une bonne partie de ce qu'ils disent en ce moment, c'est peut-être juste de la mise en scène médiatique. Tu dirais qu'il y a plus de 50% de chances que la guerre reprenne. Parce que si elle reprend, je crains que cette fois, l'Iran ne soit très différent de ce qu'on a vu auparavant. Avant, on a vu les États-Unis monter le ton et l'Iran réagir ensuite. Là, j'ai peur que ce soit l'inverse. Oui, tu sais, c'est marrant, on en a parlé, toi et moi. Je crois que c'était il y a 1 semaine, peut-être même 2. Tu m'avais posé cette question, j'avais dit que mon seuil avait baissé, que je pensais qu'on avait plus de chances d'éviter le conflit. Mais depuis, je suis remonté à un pourcentage plus élevé. Donc je pense que c'est mieux que du 50-50.
peut-être même autour de 75%, vu la façon dont les choses évoluent sur le plan diplomatique. Et avec cette pression du temps, liée au problème d'énergie qu'on traverse, qui réduit le temps qu'on a pour trouver une solution. Et avec ces déclarations belliqueuses, venant vraiment des trois côtés, les États-Unis, Israël et l'Iran, j'ai de plus en plus de mal à voir comment on pourrait éviter ça. Pareil. Je vais y aller pour la première fois. Je suis à 50-50. Ça fait tellement longtemps que je répète sans arrêt que la guerre est finie. Mais pour la première fois, je me dis qu'il y a peut-être 50% de chances qu'elle continue. Et ça, ce serait fou. Je pense que les gens ne comprennent pas. Tout le monde va perdre. L'Iran va perdre. Israël va perdre. Les États-Unis vont perdre. Et puis l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Tout le monde va perdre. Peut-être que la Russie et la Chine s'en sortiront un peu mieux, mais tous les autres vont perdre. J'ai toujours eu cette idée un peu naïve dans la tête, sans jamais vraiment la remettre en question. C'est un peu comme, tu vois, dans le Golfe, ces pays où beaucoup de gens riches et puissants vivent ou investissent. Et dans mon esprit, je me disais, bon, personne n'attaquera ces régions. C'est un peu comme la Suisse du Moyen-Orient. Personne n'irait bombarder ces endroits en cas de guerre, parce qu'il y a des Iraniens fortunés, des Américains fortunés, des Chinois fortunés. Tout le monde est là-bas. Et avec le recul, je me rends compte que c'était une idée un peu bête que j'avais. Je voyais ça comme une zone sûre. Et c'est d'ailleurs un peu l'image qu'on en a, surtout pour les Émirats. Mais pour le Golfe, c'est un peu leur marque de fabrique. Être très sûr et très stable. Personne n'aurait remis ça en question. Et maintenant, peut-être que l'Iran, au fond, a toujours su que cette image était fragile. Il a suffi que quelqu'un provoque l'Iran pour que toute cette réputation soit mise en danger. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'ensemble de la région pourrait être redessiné. Un peu comme le 7 octobre a transformé le Liban, la Palestine, Israël et d'autres encore. Ce qui m'inquiète, c'est que si ce qu'on voit en ce moment continue, la guerre en Iran pourrait remodeler toute la région. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, avant que tout ça ne commence, je pensais que si la guerre éclatait, l'Iran frapperait probablement les bases américaines dans toutes ces régions. J'en étais assez sûr. Mais je pensais aussi qu'ils éviteraient de toucher les autres pays, je veux dire, leurs infrastructures civiles, pour pouvoir dire « Regardez, tant que vous cessez de soutenir les États-Unis, on peut tous coexister. » Mais ils ont pris une autre direction. Ils ont choisi de dire non, on va mettre la pression et on va faire éclater cette bulle. C'est une autre bulle d'ailleurs, que je ne pense pas qu'on puisse jamais reconstruire. Et en fait, plus ça dure. Je l'ai dit il y a une minute, tout le monde perdrait si on replongeait dans la guerre. Tout le monde perdrait à court terme. Mais potentiellement, l'Iran pourrait en sortir comme la puissance dominante s'il garde sa viabilité et le contrôle de ce détroit. Et à ce moment-là, tout se réorganise autour de cette nouvelle réalité.